RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. « 3 milliards dans les infrastructures, 3 milliards pour construire la Sicomine, 6 milliards au total, 68% pour la Sicomine, entendez les partenaires chinois, 32% pour la Gécamine, partenaire congolais. Que ce soit un contrat entre public ou privé, ce n'est peut-être pas ici la polémique. La polémique, elle est gonflée, elle est à bloc. La question que tout le monde se pose, première question, où sont passés les 3 milliards d'infrastructures promis? Merci, M. Lusakweno. Je vous remercie d'abord pour cette invitation. Je voulais d'abord préciser que cette convention a été signée parce que la République démocratique du Congo avait besoin des infrastructures. Et donc, quand l'IGF parle des infrastructures, elle a raison de parler des infrastructures. Je voulais d'abord préciser dans quel contexte cette convention a été signée, afin d'éclairer l'opinion. D'abord, j'étais expert lors des négociations et j'ai eu à diriger le bureau de coordination et de suivi en qualité de secrétaire exécutif. Donc, j'ai de la matière à donner pour éclairer l'opinion. La troisième raison, c'est que chaque fois qu'on parle de ce contrat, vous voyez un peu comment... c'est que c'est pas dans la toile, au niveau de la toile, c'est qu'on pense que c'est Moïse Kanga, c'est Moïse qui a géré l'argent et tout ça. On voudrait régler cette question une fois pour toutes. Monsieur Lusakweno, nous sommes en 2006. Après les élections, il y a le programme de 5 chantiers. On devait trouver les ressources pour financer les 5 chantiers. On a fait le déplacement de la Chine. Le président Kabila, à l'époque, avait écrit au gouverneur de la China Development Bank, qui est la banque de développement de Chine, qui a participé au développement de la Chine, pour nous aider à trouver des ressources afin de développer les infrastructures dans notre pays. On est allé en Chine, on a rencontré le gouverneur de China Development Bank, mais ça c'est une grosse machine. Si on avait commencé avec eux, je pense qu'il fallait attendre 5 ans avant de conclure. Nous sommes adressés à la banque Exim Bank of China, qui est la banque Export-Export, une banque d'État de Chine, qui, elle, travaille beaucoup à l'extérieur. Et on a posé le problème de les besoins en financement des infrastructures. Le gouverneur d'Exim Bank nous a dit que la banque Exim ne pouvait pas financer directement la RDC, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans le chef de la RDC, nous étions dans l'initiative PPTE, afin de l'effacement d'une partie de la dette. Donc on n'avait pas besoin d'avoir une dette supplémentaire, mais il fallait trouver des moyens. Alors, Exim Bank nous dit, parce que vous n'avez pas la possibilité de vous endetter, moi je peux vous trouver, je peux intéresser les entreprises d'État, les entreprises chinoises, pour pouvoir travailler avec vous. Donc c'est Exim Bank qui a appelé les 2 entreprises d'État, China Railway et Sino Hydro, qui ont accepté finalement de venir en RDC en septembre 2007 pour signer un MOU qui est un peu comme la base de cette convention de développement, la convention de collaboration qui a été signée en avril 2008. Il y avait une tripartite Exim Bank, entreprise chinoise, entreprise d'État et la RDC. La RDC avait besoin des infrastructures. Les entreprises chinoises avaient besoin de s'assurer d'une source d'approvisionnement en métaux non ferreux. Et Exim Bank était prêt à financer. Mais seulement, comme la RDC ne pouvait pas emprunter directement, Exim Bank devait passer par ces entreprises qui, elles, fournissaient des garanties à Exim Bank pour pouvoir financer les infrastructures et le projet minier. Parce qu'il
fallait finalement les fonds investis dans les infrastructures. J'insiste sur les infrastructures parce que c'était ça l'objectif de la RDC. Le fonds investi dans les infrastructures devait être remboursé. C'est ainsi que l'État congolais a mis à contribution, a donné des concessions. Donc ici, le partenariat, c'est entre les entreprises chinoises et la RDC, le gouvernement. Ce n'est pas entre la GECAMIN et le groupement d'entreprises chinoises. L'article 3, l'alinéa 1er de la Convention dit que l'État, par l'entremise de son entreprise publique qui est GECAMIN, avec la participation de cette dernière, va céder ses droits et titres miniers à la JV minière pour pouvoir exploiter les concessions minières et pouvoir rembourser les investissements destinés aux infrastructures et aux projets miniers. Donc ici, c'est une façon de vous dire que les concessions minières n'ont jamais été cédées aux entreprises chinoises. Elles ont été cédées pour exploitation à la SICOMIN, qui est une entreprise de droit congolais, une entreprise congolaise, où nous détenons via la GECAMIN 32% et les Chinois détiennent 68%. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Oui. Là, vous parlez de la genèse, il y a 15 ans. Tout à fait. On cherchait les infrastructures. 15 ans après, force est de constater que c'est vrai qu'au début, c'était 6 milliards contre 3 milliards pour la SICOMIN. Entre-temps, c'est redevenu à 3 milliards. Sur 20 ans, nous n'avons eu, chiffre consacré, 844 millions, chiffre consacré, quand j'entends chiffre officiel donné par la partie chinoise, mais selon l'IGF, maximum 400 millions de dollars. Soit à peu près 7% de ce qui était attendu. Oui, Christian Lusakweno, moi je voudrais, avant d'arriver aux chiffres, puisque on parle de l'histoire, de la genèse du projet, savoir vous avez négocié dans quelle position? Parce que l'IGF a dit que la RDC a négocié pratiquement à genoux, le pays n'avait rien. Et lorsque vous évoquez les chiffres de 68% pour les Chinois et 32% pour la République démocratique du Congo, je voudrais vraiment que vous éclairiez l'opinion à ce sujet. Vous avez négocié dans quelle position et pourquoi? Parce que le projet était présenté comme gagnant-gagnant. Or, avec 68-62% et dans ces conditions, voilà. Oui, nous n'avons pas négocié à genoux. Quand on négociait cette convention ou ce contrat, la GECAMIN n'avait pas un seul partenaire où il avait plus de 20%. TFM, qui était le plus grand partenaire à l'époque, ils étaient à 12%. Et c'est quand nous, au niveau de la convention avec la Chine, on a eu 32%, que juste après la signature de la convention, à l'époque, en 2008-2009, on a parlé de la révisitation de tous les autres contrats, tous les autres partenariats de GECAMIN. C'est ainsi que TFM est passé de 12 à 20 et les autres partenariats aussi ont vu, la GECAMIN a vu sa participation dans d'autres partenariats être relevée. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est que le pas de porte. Le pas de porte, il n'y a pas une seule société avant la convention qui avait donné un pas de porte de plus de $10 ou $15 à la GECAMIN. Quand on signe ce contrat, sur les réserves probables estimées de 10 millions, on a donné on a payé un pas de porte de $35. Ce qui fait qu'on a revisité aussi d'autres contrats partenaires de GECAMIN pour relever le niveau de pas de porte. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est que le groupe GECAMIN détient 32, les entreprises chinoises détiennent 68, mais quand il y a le bénéfice, au départ, parce que notre objectif c'était les infrastructures, on prenait 85% de bénéfices pour rembourser les prêts et leurs intérêts, et les 15% restants étaient distribués entre les actionnaires. À la demande de la GECAMIN, avec tous les problèmes que GECAMIN a, on est passé, au lieu de garder 15%, on est remonté à 35% pour la distribution des dividendes
et 65% pour le paiement le remboursement de prêts. Alors, là, les actionnaires chinois acceptent, au lieu d'avoir les 68% du bénéfice généré par l'exploitation, ils ont accepté de renoncer à une partie de leurs bénéfices pour financer les infrastructures. Donc, pourquoi on prendrait une partie de 68% des entreprises chinoises pour financer les infrastructures, alors qu'il y a d'autres entreprises dans le secteur qui ne font rien. Donc, on n'a pas négocié à genoux. Je vais vous surprendre peut-être. Dans le cadre de ce projet, je fais les États-Unis, je fais le Brésil, je fais la Corée du Sud. Étant donné que les gens parlaient beaucoup, j'allais avec la Convention pour dire il y a encore suffisamment de réserves et de matières premières en RDC. Venez, nous allons faire la même chose. Il n'y a aucun pays qui a accepté parce qu'ils se sont dit sûrement que vous donnez aux Chinois autre chose que ça. Je suis allé en Corée du Sud, j'ai trouvé qu'en Corée du Sud, cette convention a été traduite en langue coréenne et ils m'ont dit on ne peut pas comprendre que les Chinois aient accepté ça. Il ne faut pas qu'on s'auto-flagelle. Nous n'avons pas négocié à genoux. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément... Que les Chinois aient accepté cela, ça veut dire qu'ils auraient demandé plus de 68%. Tout à fait. Non seulement 68%, mais il y a beaucoup... Ils n'allaient pas accepter de renoncer à une partie de leurs bénéfices pour financer les infrastructures. Et pourquoi, selon vous, ils ont accepté ça? Peut-être parce que vous n'étiez pas assez au fait des usages dans les négociations. Aujourd'hui, l'IGF parle de non plus de 68-32, mais de 97-3. Est-ce que dans ce montage, où apparemment le financier était aussi celui qui réalisait, on n'a pas été victime d'un marché de dupes? Les intérêts de Est-ce qu'on n'a pas été victime d'un marché de dupes? Voilà. M. Lusakeno, M. Thierry, en fait, on parle de 97.3, c'est parce qu'on a la notion de troc. C'est ce que je vais expliquer aux Congolais. Les gens pensent que nous avons pris les réserves, que nous avons cédé aux entreprises chinoises. Non, on n'a pas cédé les réserves aux entreprises chinoises. On a mis à contribution les réserves pour une exploitation commune. Et il est dit dans la Convention, et dans l'avenant numéro 3, qu'après qu'on ait remboursé, effectué le remboursement des investissements dans le projet d'infrastructure et le projet minier, nous avons, nous, les Congolais, la possibilité soit de récupérer la Sicomine avec tous ses biens et les gérer autrement, soit de poursuivre avec eux. Donc les réserves ne sont pas des réserves qui ont été cédées. On les a mises en contribution. La seule chose qu'il faut faire, c'est que les gens qui travaillent avec Sicomine, la GECAMINE est là, la GECAMINE est au conseil d'administration, qu'on puisse suivre l'évolution de la production et les revenus de cette production. Oui, mais quand on regarde, pourquoi on parle de marché dupe? Quand on regarde, on dit capital 100 millions de dollars. Oui. La GECAMINE doit prendre chez les Chinois 32 millions pour payer sa part du capital. Jusque maintenant, l'IGF dit que les 68 millions du partenaire chinois n'ont pas été délivrés, en tout cas, aucune preuve ne l'atteste. Premier point. Deuxième point, tous les crédits sont pris auprès des banques chinoises qui appliquent des prêts, y compris sur les 844 millions réellement, comme ils disent, effectués, évalués aujourd'hui à $1 milliard, de l'argent qu'on aurait emprunté pour réaliser des infrastructures qui n'ont pas été réalisées, mais pour lesquelles les prêts sont dus. Christian, la première chose, c'est que il y a les 3 milliards des infrastructures, il y a les 3 milliards pour le projet minier. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas un partenariat entre la GECAMINE et les entreprises chinoises. Non, on a bien compris. Oui. La GECAMINE est à 32% dans la Sicomine. Oui. Donc il y a un partenariat. C'est l'État, elle représente l'État. Voilà. On est d'accord. Oui. C'est différent de TFM et des autres entreprises. D'accord, mais on revient... Oui, allez-y. 100 millions de dollars, 32 millions empruntés aux Chinois. Oui. C'est ce que je dis. Intérêt aux Chinois. Non, Christian, laissez-moi vous expliquer. Quand je parle qu'il n'y a pas un partenariat entre la GECAMINE et les entreprises chinoises, c'est dire l'État récupère les concessions. Et les concessions dont on parle ici, ce sont des mines noyées.
on a investi de l'argent pour pouvoir dégager 54 millions de mètres cubes d'eau qui étaient dans ces mines. Donc l'État a récupéré ces mines, les a mises à contribution pour les infrastructures. Et on utilise la GECAMINE, on peut prendre une autre entreprise, on utilise la GECAMINE pour lui assurer un minimum de revenus. Donc il n'y a pas... Alors on constitue la GIV et on décide que c'est 100 millions de dollars. Et les 100 millions de dollars, les entreprises chinoises contribuent à conquérir de 68%. Qui n'ont jamais libéré. Ça, je ne veux pas m'avancer dans ça parce que je n'ai pas... Oui, mais je ne pense pas. Oui, mais vous étiez chargé du suivi. Est-ce que vous avez veillé à ce que chacune des parties, dans ce contrat, respecte ce pourquoi elle s'était engagée? Non, c'est-à-dire que si la société Sicomine est constituée, il y a les premiers fonds qui ont été dégagés. Ça m'étonnerait que les Chinois n'aient pas libéré leurs 68 millions. Ça vous étonnerait ou non, ils doivent avoir libéré. Vous devriez avoir la certitude. Non. C'est-à-dire que je doute que ça, ils n'aient pas libéré. Ils ont libéré. Et il faut voir les états financiers des Sicomines qui ont été certifiés par Price. Vous allez voir que ça a été libéré. Monsieur Kanga, vous doutez, ça vous étonnerait? Je ne doute pas. Parce que l'IGF dit que ça n'a pas été libéré. Non, c'est-à-dire que je dis... Oui. Je dis que ça ne peut pas se faire, ça a été libéré. D'accord. Alors revenons vous en avez des preuves? Les preuves... En tant que coordonnateur en charge du suivi, oui, on va dire. Le coordonnateur n'entre pas dans la gestion, le secrétaire exécutif n'entre pas dans la gestion, mais je confirme que ça a été libéré. D'accord. Alors parlons des 32 millions de la GECAMINE. Oui. Cet argent, la GECAMINE l'a eu où? Ce sont les partenaires, les entreprises chinoises qui ont payé pour le compte de GECAMINE. Qui ont payé ou la GECAMINE? Qui a la dette de la GECAMINE? Donc c'est la GECAMINE qui s'est retrouvée endettée de 32 millions. Oui. Une dette avec intérêt. Un remboursement avec intérêt, oui. Oui. C'est ce que l'IGF dit également. Donc la GECAMINE commence avec une dette et évoluera au fur et à mesure avec des dettes qui vont faire que ce 32% du début, parce que on signe en 2009, jusqu'en 2016, il n'y a pas de production. Non. Il n'y a pas de production jusqu'en 2016. Ouais. Donc, la GECAMINE, toutes ces années, a pris des dettes auprès de son partenaire. Non, juste une dette. Il y a les 32 millions plus les 50 millions pour les ateliers de Panda. D'accord. Alors, résultat des courses, aujourd'hui, 844 millions dans les infrastructures. Est-ce que les 3 milliards pour l'exploitation ont tous été libérés? Non, mais, M. Lusakoueno, vous parlez bien de 844 millions. Sur les 3 milliards, étant donné qu'il y a les problèmes au niveau de la zone du projet, l'électricité, les Chinois ont eu difficile à passer, à installer l'usine à pleine capacité. Ils commencent avec une unité de production de 125 000 tonnes. Et on dit, avant d'atteindre une production qui génère suffisamment de bénéfices, le conseil d'administration de l'Assemblée générale plafonne les investissements dans le secteur des infrastructures à 1,53 milliard. Ça, c'est une décision de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale de Sicomine. De Sicomine. Voilà. GECAMINE et les partenaires chinois. Et les partenaires chinois. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'on a évolué. Maintenant sur les 1,53 milliard, on a utilisé les 844 millions dont tu parles. Plus donc, le reste, c'est des intérêts. Non, 210 millions d'intérêts. Non. On est à 822 millions de dollars. Et puis, il y a des intérêts. Mais dans nos calculs, nous mettons d'abord 822 millions. Oui, mais l'IGF dit qu'elle ne reconnaît pas, parce que l'IGF, on lui a proposé un chiffre de 1 milliard. Elle dit qu'elle ne reconnaît que 840 millions et encore à consolider, parce qu'on va y arriver, dans tous les travaux effectués d'infrastructure, beaucoup n'a pas été fait. Non, ça, c'est un autre problème. Oui, on va y arriver. Mais donc, je voulais dire que sur les 3 milliards, on a utilisé moins d'1 milliard. Donc, les 2 milliards sont disponibles. Et je l'ai dit, il y a Pierre Lumbi, quand il y a eu la Covid ici, il a demandé au gouvernement qu'au lieu de donner le montant que le gouvernement a donné, je ne sais pas 10 millions ou quoi, alors que le Sénégal avait donné suffisamment de moyens, qu'on puisse voir les partenaires chinois, parce qu'on doit encore avoir 1,5 milliard dans le projet, si on peut nous donner une quotité. Je suis intervenu pour dire non, ce n'est pas 1,5 milliard, on a encore 2 milliards. Donc les 2 milliards sont disponibles. Monsieur Moïse Kanga, je voudrais à ce stade que nous puissions avancer
en comparant ce que vous dites à ce que dit le rapport de l'IGF. Tout d'abord, vous dites que la RDC n'a pas négocié en position de faiblesse, contrairement à ce que dit l'IGF. Les 68 millions de dollars de la partie chinoise a bel et bien été versés. Mais une certitude qui se dégage, selon vos propos, la RDC a consommé moins d'1 milliard de dollars. Et que ces 2 milliards restants sont disponibles. Où? Voilà, c'est à Eximbank. Parce que la conclusion de l'IGF dit justement que nous avons besoin de cet argent-là, de ces 3 milliards. Vous savez, Thierry, pourquoi on est allé vers la Chine? Pourquoi on a eu ce modèle? C'est parce qu'il fallait éviter d'accroître la dette de l'État. Les 2 milliards sont disponibles au niveau d'Eximbank. C'est-à-dire que ça ne peut pas venir au niveau. Dès que ça sort d'Eximbank pour entrer chez Sicomine, ça commence à porter des intérêts. Donc, ce fonds, c'est au niveau d'Eximbank. Dès qu'il y a des projets, la Sicomine est prête à récupérer, à décaisser cet argent au fur et à mesure de l'évolution des travaux d'infrastructure et on va les dégager. Donc, c'est notre incapacité d'absorption qui a fait que ces 2 milliards ne puissent pas être... Il y a d'abord, au début, c'était ça parce que vous savez, vous allez trouver que les projets d'infrastructure ont déjà commencé par les points d'entrée. Nous avons Beniluna pour l'Est, parce que les matériels pouvaient entrer par Kassindi. Nous avons Lubumbashi et le projet Kasomeno Kasenga, parce que les matériels pouvaient entrer de Kasumbalesa. Et vous avez la partie Kinshasa ici et tout, parce que le matériel pouvait entrer par le Congo central. Donc, et on allait, dans la deuxième phase maintenant, on a commencé à attaquer le centre du pays, l'intérieur du pays. Il y avait d'abord les difficultés d'accès. Je vous donne un cas. On devait faire des projets à Kamina. Le matériel arrivé à Kinshasa devait passer par l'Angola, Lufu, remonter par la route de Kalambambouji pour arriver à Kananga et attendre le train pendant 2-3 mois pour que ça arrive à Kamina. C'est ça les difficultés qu'on a connues au départ. Ce qui a réduit la capacité d'absorption. Mais il y a aussi le fait que la production minière n'avait pas encore commencé. Il ne fallait pas accroître la dette parce que le service de la dette allait être aussi lourd pour le pays. Parlons de ces 822 millions de dollars justement. 840. 800, non. Entendons-nous bien. 822 millions. Oui, 822 oui. millions. L'IGF dit, tout calcul fait sur la base des données dont elle dispose, on doit plutôt se situer autour de 400 millions, pas 822 millions. Alors, avant d'entrer dans les détails sur ces chiffres, dites-nous comment vous avez géré ces fonds ou comment ces fonds ont été absorbés et dans quel projet? Comment la planification a été faite d'abord dès le départ? Ok. Est-ce qu'on peut lire l'article 10 de la Convention? Comme ça, on a des éléments on peut avancer. Alors, il s'agit de la convention de collaboration, c'est le contrat chinois. La Convention, oui. On va dire l'article 10, contrat de travaux d'infrastructure. Chaque projet des travaux d'infrastructure fera l'objet d'un contrat spécifique entre le maître d'ouvrage, AJV Minière, et l'une et l'autre des sociétés du groupement d'entreprises chinoises et ou ces sociétés affiliées qui seront autorisées et appelées à les réaliser. Ce contrat spécifiera les clauses suivantes. C'est en chinois, je ne peux pas dire. Okay. Donc, ça veut dire que l'argent, il arrive de Chine. Non. On est encore dans les contrats. Oui. Quand on a signé la Convention, on a institué 2 structures. Après la signature de la Convention, c'est à la demande de la Convention. Il y a le maître d'ouvrage, qui est le ministère des Infrastructures. Il y a le maître d'ouvrage délégué, qui est l'agent congolais des grands travaux. Il y a le bureau de coordination qui a été institué pour jouer le rôle d'interface et assurer le suivi. Quand la liste des besoins... Donc il y a bien une partie congolaise qui assurait le suivi des travaux. Oui. Ok. J'en viens. Alors, quand l'État, le gouvernement congolais envoie la liste de besoins, je parle de liste de besoins parce qu'on n'avait pas encore d'études de faisabilité, on le transmet à la Sicomine. Il y a le conseil d'administration et l'assemblée générale de Sicomine qui s'est réunis, approuve ce projet et renvoie à CISC, qui est l'entreprise sino-congolaise des infrastructures. CISC maintenant négocie ce contrat, les contrats d'études et travaux. Je parle d'études et travaux parce qu'il n'y avait pas des études, avec l'agence congolaise des grands travaux. Et il se met d'accord sur le coût du projet, il signe, il renvoie une copie du contrat
à Sicomine pour approbation. Excusez-moi d'insister sur certains points parce que hier, pendant l'émission avec l'IGF, on avait du mal à situer la responsabilité de la partie congolaise. Donc, vous dites que sur le coût du projet était décidé par CISC et par l'Agence congolaise des grands travaux. Donc, les coûts de tous ces travaux qui ont été repris dans le rapport de l'IGF ont été convenus par la partie congolaise et la partie chinoise. C'est pas des études. D'accord. Voilà. Alors, quand le contrat est signé, les entrepreneurs chinois démarrent le travail. Et il y a des décomptes qui sont avalisés par la CGT. Et la CGT envoie ces décomptes à Sicomine pour dire il y a telle quantité de travaux qui ont été réalisés, vous pouvez payer. C'est comme ça que ça évolue. Alors, en ce moment-là, Sicomine paye directement à l'entreprise chinoise. Okay. Alors, maintenant, entrons dans les détails. Aucun Congolais ne touche l'argent. L'argent ne passe pas par la RDC. L'argent passe de Sicomine directement chez l'entrepreneur. Mais pour s'assurer que le travail a été réalisé, le décompte, qui sont des factures, sont déposés auprès de l'Agence congolaise des grands travaux, qui les transmet qui les avalise et les transmet à la Sicomine. Qui a la compétence à CGT nécessaire pour discuter avec les Chinois qui amènent le matériel, qui amènent les hommes. On s'en est plein, on s'en était plein, rappelez-vous à l'époque. Il y avait plus de Chinois que de Congolais sur les chantiers. Donc, tout se fait entre Chinois. Non. Je dis, il y a la mission de contrôle qui est recrutée par la partie congolaise, par la CGT ou le ministère des Infrastructures. Et c'est cette mission de contrôle qui suit les travaux sur le terrain. Monsieur Kanga, justement, puisque les principes ont été fixés, dites-nous comment vous pouvez expliquer, d'abord, quel était votre rôle entre CISC et l'Agence congolaise des grands travaux, le rôle du bureau de coordination de suivi du programme sino-congolais, dans la fixation des prix après évaluation, etc. Vous aviez un regard ou pas? Non, le bureau n'intervient pas au niveau des projets d'infrastructure en termes de négociation et des signature des contrats. D'accord. J'ai ici une liste de quelques réalisations reprises dans le rapport de l'IGF. Comment pouvez-vous expliquer que pour la modernisation de l'avenue du tourisme, par exemple, une route longue de 6,8 km, dans le cadre de ce contrat, près de 30 millions de dollars américains aient été dépensés? Je prends juste un exemple comme ça, il y en a plusieurs. Je ne veux pas répondre à cette question, je me réfère à la CGT. Vous pouvez prendre la réponse auprès de la CGT, parce que c'est eux qui ont travaillé sur le terrain. Mais sur ce tronçon routier-là, il y a aussi des ouvrages d'art qui ont été réalisés. Et c'est peut-être que ça peut avoir un impact sur le coût, mais la CGT pourra vous donner les précisions. Ils ont tous les éléments. Donc les ingénieurs. Vous ne savez pas justifier tous ces chiffres alors non, pour tous les autres? Parce que si là-bas, il y a eu quelques ouvrages ou quelques réalisations d'art, comme vous avez dit, c'est quoi le cas pour le stade, le tronçon, le boulevard Triomphal, par exemple, où on a vu des chiffres à faire. Boulevard Triomphal à Saint-Doué, 35 millions pour 3 km. Oui, c'est pour cela que je dis, vous voyez, avec la CGT, ils vont vous donner les éléments. Ce sont des ingénieurs, j'ai confiance en eux, ils peuvent donner les détails. Vous n'avez aucune explication donnée par rapport à ces chiffres? Non. Et pour tout ce qui est, par exemple, comme le stade de Goma, le stade de Bunia, le stade de Bukavu, 10 millions, on a 30 millions. Alors que, je ne sais pas, on peut demander à Goma, Bukavu et... Goma, à Bukavu, j'ai été visiter les travaux et les travaux qui se faisaient. Qui se faisaient à l'époque? Qui avaient démarré, qui ne sont jamais allés à terme. Or, dans le rapport de l'IGF, c'est bien marqué, réception définitive. Voilà. Non. C'est marqué dans le rapport de l'IGF. Non, pas m'opposer le rapport de l'IGF parce que moi, je ne suis pas... Je n'ai pas lu ce rapport. Non, excusez-moi, je ne parle pas du rapport de l'IGF. On parle des détails des projets dans le cadre du programme sino-congolais, version chinoise. C'est ça. Vous avez peut-être raison pour Goma, stade de Goma, 10 millions en cours. Voilà. L'état d'achèvement, c'est en cours. Voilà. Pour le stade de Bukavu, oui, en cours. En cours. Et voilà, c'était Ituri, je ne vois pas. Bunia, en cours, oui, projet de construction. Revenons sur les routes. Allez-y. Bon, j'ai l'impression que je vais rester sur ma soif parce que avec vous,
nous avions besoin d'explications sur les chiffres. Christian Lusako évoquait tout à l'heure l'un des tronçons du boulevard Triomphal, mais il y en a 3. Ouais. Il y a 3 axes différents avec des montants différents, de la cité de l'église cité Bethel à Limité jusqu'à Pont-Cabu, c'est 5 millions de dollars, du Pont-Cabu, donc Stade des Martyrs, jusqu'au robot du boulevard Triomphal, c'est 26 millions de dollars, je crois, et de là jusqu'à sur l'avenue de la Libération, c'est 36 millions de dollars. On va avec la CGT, ils vont vous donner les chiffres et les explications. Oui, et vous, monsieur, et votre bureau dans cela, et donc on ne sait rien, on ne connaît rien, même vous voyez ces chiffres, ça ne vous choque pas, vous laissez tout passer? Non, c'est-à-dire que le bureau n'a pas pour rôle d'analyser, de faire passer les contrats qui ont été négociés entre la CGT et les entreprises chinoises. Mais je vous dis que les gens ont beaucoup parlé sur la surfacturation. Je vous parle avec la CGT, vous allez me donner raison, ils vont vous donner toutes les explications, les détails. Je vais vous lire l'article 3. Parlons plutôt avant. Ça, c'est la CGT, ok, on va aller le voir. Okay. Parlons des réalisations zéro. 5 000 logements sociaux, 3 735 km de voies ferrées, 3 656 km de construction de routes bitumées. Il n'y en a que 580 qui ont été faits. 2 518 km de routes en terre, réhabilitation de 354 km de routes asphaltées, 550 km de voiries urbaines, 2 barrages, Katende Kakobola, 2 universités, 31 hôpitaux, un seul a été fait, il a coûté 114 millions de dollars. On peut revenir sur ce chiffre. L'hôpital du Cinquantenaire. L'hôpital du Cinquantenaire. 145 centres de santé, réhabilitation des aéroports, Goma et Bukavu, tout cela, on n'a rien vu. Oui, mais qui vous dit que ça a été réalisé ou ça a été financé, M. Lusako? Voilà. Même à l'annexe C, Kakobola et les autres ne sont pas repris. Ce n'était pas un projet financé par les Chinois? Non. L'annexe C donne une liste de besoins et sans déterminer le coût. Et si vous prenez tous les éléments qui sont à l'annexe C, ça peut coûter plus de 150 milliards de dollars. Tous ces projets-là. Qu'est-ce qu'on avait comme idée au départ? Nous sommes partis sur 6 milliards. Et la Convention dit qu'après les 6 milliards, nous pouvons poursuivre. Donc, après avoir consommé les 6 milliards dans les infrastructures, on pouvait encore continuer à travailler avec les Chinois pour poursuivre la réalisation des travaux d'infrastructures. Nous sommes partis de 6 milliards, on a réduit à 3 milliards. Et les 3 milliards, on n'est même pas encore à 1 milliard. Comment voulez-vous qu'on puisse réaliser tous ces projets avec moins d'1 milliard? Parce que je vous ai dit qu'il y a les 2 milliards qui sont encore disponibles. À quoi tout cela aura servi alors? À quoi tout cela, à quoi ce contrat aura servi? Aujourd'hui, les 3 milliards pour l'exploitation, ils ont été mis à disposition. Aujourd'hui, il y a depuis 2016 un barrage qui a été construit pour que la SICOMINE puisse puisse exploiter. C'est vrai que la GECAMINE aussi en 68-32, un chiffre sur lequel il faudra de nouveau se pencher. C'est vrai que la GECAMINE en profite un peu, mais 6 ans ou 7 ans après, l'exploitation a commencé en 2016. Nous étions avec vous à la SICOMINE quand ça a démarré. En 7 ans, d'un côté 844 000, de l'autre côté, quel est le chiffre d'affaires effectué? Quel est le bénéfice engrangé? On parle d'un chiffre d'affaires de 7 milliards, de bénéfices de 2,5 milliards. Ça ne marche pas pour le social et les infrastructures de Congo. Par contre, pour l'exploitation, ça marche bien. Pourquoi? Christian, c'est l'exploitation minière qui assure le remboursement des prêts consentis par Exim Bank pour les infrastructures et le projet minier. Et donc, c'est normal qu'on puisse avancer avec le projet minier qui est comme la garantie pour les projets d'infrastructure. Oui, mais c'était pas la condition pour commencer à construire. On commençait à construire parce qu'il y avait deux enveloppes distinctes. 3 milliards pour les infrastructures, on travaille. 3 milliards pour l'exploitation. C'est pas parce que l'exploitation n'a pas démarré que les 3 milliards... Elle allait démarrer, on le savait. Que les 3 milliards des infrastructures ne sont pas mises en branle. On a démarré les infrastructures en 2009. Vous avez bien dit que la SICOMINE, la production n'a commencé qu'en 2016. Donc tout ce temps-là, il y a eu des investissements. Ce que je dis, c'est qu'on ne pouvait pas consommer les 3 milliards du coup. Le service de la dette allait être important. C'est ainsi qu'on a... Maintenant, on peut les utiliser parce qu'il y a la deuxième phase de production des SICOMINE qui est là.
Et donc, on peut utiliser les 2 milliards. Le service de la dette sera important. Ça veut dire on paye combien aujourd'hui pour on paye combien? Vous parlez du service de la dette sera important. On n'a pas voulu aller vite ou trop vite dans les infrastructures parce qu'on devrait rembourser. Non, pas comme on devait rembourser, mais les intérêts sont calculés et deux fois sont composés. Le projet minier, le taux d'intérêt c'est 6,1%. Les projets d'infrastructure... 6,1%. Oui. À ce niveau d'argent. Ben si. Le taux est énorme. Non, c'est pas énorme. 6,1%. Oui. Alors qu'on est dans les infrastructures à des taux inférieurs à 5%, 6,1%. Non, je dis l'investissement minier, c'est 6,1%. Le projet d'infrastructure, c'est Libor plus 1%. Le Libor de 3 derniers mois. Et donc, c'est généralement moins de 2% pour les infrastructures. Parce que nous, c'est ce que je disais au départ, ce qui nous intéressait, ce sont les infrastructures. Monsieur Moïse Ekanga, ouais. Christian Lusakoune vous a cité la liste des prévisions et des réalisations avec beaucoup de zéros. Vous avez dit que il n'y avait pas encore des fonds engagés dans cela. Mais on a déjà évoqué ici des chiffres très mal engagés. Lesquels? Oui, mais des chiffres, des réalisations, des routes, des chiffres qui visiblement semblent avoir été surfacturés pour des routes. C'est ce que je vous dis. Oui, ça, il faut pas, je n'aime pas bien de revenir sur ça parce que la CGT vous donnera les éléments et vous serez à l'aise. C'est là le problème. L'IGF ne sait pas les justifier. Le bureau de coordination du suivi du programme renvoie la balle à la CGT. Non. Mais entre-temps, parce que oui, j'ai retrouvé le décret portant création, organisation et fonctionnement du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais dont vous étiez le coordonnateur. Ouais. Vous n'allez pas totalement vous innocenter par rapport aux décisions qui ont été prises parce que l'article 3 de ce décret dit exactement ceci. Le BCPSC a pour objectif la gestion et le suivi de la mise en œuvre des accords de coopération signés entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le partenaire privé chinois dans les domaines miniers et des infrastructures de base. Tout à fait. La mise en œuvre. Oui, alors quand vous dites que ces chiffres pour des routes et différentes autres infrastructures, ce n'est pas à vous de les justifier. Vous n'avez même pas eu un regard dessus. Okay. C'est en contradiction avec le décret qui le décret dit la gestion crée. et la mise en œuvre de la convention, des accords. C'est ça l'accord. Dans les domaines miniers et des infrastructures de base. Justement. Ça veut dire que vous aviez un regard. Non, c'est dit que j'ai un regard dans le sens que quand la liste des besoins arrive, nous transmettons ça à SICOMIN. Oui. Mais nous n'allons pas prendre la place du maître d'ouvrage, qui est le ministère des Infrastructures, pour aller négocier avec les Chinois. Oui, mais parce que la Convention le dit. Je vous ai donné l'article qu'il venait de lire. Les contrats spécifiques sont négociés entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. On n'a pas mis le bureau de coordination. Monsieur Kanga, oui. Lorsque CISC, du côté des Chinois, et l'Agence congolaise des grands travaux décide qu'il faut 30 millions de dollars américains pour réhabiliter 6,8 km de route. Je parle de la modernisation de l'avenue du tourisme. Le bureau de suivi n'a rien à dire. Il n'a même pas un regard sur ces chiffres. Il ne les voit même pas. Non, ce n'est pas qu'il ne les voit pas. Le bureau de coordination peut avoir le contrat. Mais dans le contrat, il y a un tableau. Je savais que vous allez poser cette question, j'ai demandé à la CGT de me donner le tableau. Mais c'était là le débat. Il y a des détails. C'était là le débat. Non, il y a des détails, c'est pour cela que je vous dis, préférez-vous à la CGT, vous aurez ces éléments et vous serez apaisé. Vous avez quand même vu? Oui, j'ai vu. Ça ne vous a pas scandalisé? Non, parce qu'il y a des rubriques. Et donc, quand vous avez des rubriques, vous ne serez pas scandalisé comme moi. Mais c'est dans l'exécution maintenant qu'il faut voir, avec la mission de contrôle et la CGT, comment les choses se sont passées. Je parle à l'expert que vous êtes, parce que vous avez été, dès le départ... En vous demandant de vous rapprocher du micro. Justement, vous ne trouvez pas scandaleux que le tronçon compris entre le Stade des Martyrs et le robot sur Triomphal puisse coûter plus de 20 millions de dollars? Stade des Martyrs, enfin, Pont-Cabu. Oui. Pont-Cabu et le robot, le Palais du Peuple. Ouais. Que ça puisse coûter plus de 20 millions de dollars, ça ne vous scandalise pas? Oui, ça m'étonne, mais je dis s'il y a des travaux, des ouvrages d'art qui ont été réalisés, la CGT devra expliquer. Je parle à l'expert que vous êtes. C'est un chiffre important, je comprends. Mais je dis vous aurez bien d'éléments si... la CGT. Si vous demandez juste... Vous n'avez même pas besoin de les interviewer. Je vous envoie le contrat et vous allez vérifier. Rubrique par rubrique, vous allez trouver ça. Palais du Peuple, Avenue de la Libération, 36 millions de dollars.
Ça aussi, c'est la même chose. Il y a des rubriques qui peuvent justifier ce montant pour la CGT pour moi. peut justifier, Ouais. parce que la CGT a mené les études avec les Chinois, parce qu'il y a des études qui ont été menées, Ouais. et a approuvé ce contrat avec les décomptes, ils peuvent avoir l'explication. Et l'esplanade du peuple, du Palais du Peuple, 24 millions. Palais du peuple, c'est- L'esplanade du Palais du Peuple. Palais du Peuple, 24 millions. Réhabilité dans Oui. le cadre de ce projet 24 millions de Oui, dollars. La construction du l'es- Palais du Peuple a coûté combien? 24 millions? La construction. Oui. Non, non. Plus, esplanade à 24 millions, pourquoi? Réhabilitation de l'esplanade à 24 millions de On n'a dollars. pas réhabilité. On a construit. En fait, quand je parle des ouvrages d'art, hein, malheureusement les Chinois, ou heureusement les Chinois sont en train de construire le centre de conférence internationale là-bas. Mais j'ai vu les gens de la CGT, les Chinois travailler. La place de l'esplanade du Palais du Peuple, c'était un endroit marécageux. Il y avait beaucoup de tuyaux, de gros tuyaux qui passaient par là. Et ils ont fait ce travail. Donc, je vous dis, par rapport aux infrastructures, adressez-vous à On la va y CGT. aller. vous avez Mais les est-ce éléments. qu'à aucun moment, la partie congolaise ne s'est dit, même si on a les experts, c'est les Chinois qui payent, c'est les Chinois qui construisent, comment éviter que les Chinois ne fassent de ce marché un marché de dupes? En fait, les Chinois payent, mais sur base des décomptes qui sont avalisés par la partie congolaise. Non, ça on La a CGT. compris, Alors, mais laissez-moi terminer. c'est de Il y l'expertise. a aussi, On parle de il y a l'expertise aussi- maintenant oui, de on la utilise partie aussi congolaise. les missions de contrôle. Externe. Oui, en principe, c'est externe. Non, parce En fait, qu'à Brazzaville, on nous a clairement expliqué qu'à Brazzaville, face à l'opposition des Occidentaux sur des contrats de néo-chinois, les Congolais ont dit, OK, puisque vous les contestez, vous n'avez pas d'argent à nous donner, eux, ils en ont, venez vous-même faire le contrôle et Non. la contre-expertise. Je vous donne un cas. Le boulevard Lumumba, le tronçon échangeur, aéroport, c'était des Français qui étaient la mission de contrôle, était une mission de contrôle française qui a été désignée par la CGT. L'avenue du tourisme ici, au départ, c'était Studi, une entreprise tunisienne. Et après, ils ont changé, ils ont mis une autre structure. Il y a eu des problèmes entre la direction de la CGT de l'époque. Voilà. Donc, l'idée, pour régler ce problème, j'ai toujours conseillé que, la RDC, nous puissions constituer un fonds d'études, un fonds pour rémunérer les missions de contrôle. Et dès qu'on a ce fonds-là, on ne va pas demander aux Chinois de payer à partir de sommes à valoir les missions de contrôle, mais c'est nous qui allons désigner nos missions de contrôle. Ça peut être les Sud-Africains, les Allemands et n'importe qui, pour venir contrôler. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, on sera toujours en train de... Le bureau à en charge aucun du suivi, s'il vous plaît. Non, pardon, à aucun moment, les parties congolaises n'ont eu d'argent. À aucun moment, on peut se dire que les Congolais auront pu être plus laxistes du fait d'être eux-mêmes impliqués dans certains paiements. Oui, mais M. Lussakweno, ils ne sont pas impliqués dans les paiements, ils sont impliqués dans les études et le suivi des travaux, avec la mission de contrôle, mais pas dans les paiements. La CGT, ni le bureau, ni la CGT, personne n'a eu l'argent pour payer. Tout s'est fait par la SICOMINE. Et c'est bien contrôlé, il y a un suivi même d'Eximbank. Dans le cadre du suivi, justement, est-ce que vous interveniez pour vérifier que des infrastructures ont été, ou des travaux ont été réalisés concrètement? Parce que je prends encore un autre exemple, projet de la route Lutendele, de la route municipale numéro 1 Lutendele-Kinshasa, réception définitive. On parle de 19 millions de dollars américains. C'est ça. Or, cette route n'a jamais été réhabilitée. On n'a pas parlé de la route Lutendele, on a dit la bretelle, donc ce qui relie tourisme à... Ce n'est pas ce qui est dit ici. Ce n'est pas ce qui est dit, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais. C'est où? C'est ici, sur la première ligne. Projet de la route de Tendele, la route municipale numéro 1 de Tendele, oui. Mais dans les contrats, c'est la bretelle de Lutendele. On n'a pas le La La contrat. bretelle du Lutendele qui va d'où à Qui où? va d'où à où? C'est ça que je dis, parler avec la CGT, ils vont donner les éléments. Mais donc, vous... Non, c'est dit, Lutendele, tu vois, Parce que l'avenue tourisme jusqu'à Brikine. Jusqu'à Brikine. De Brikine au saut de mouton. Aujourd'hui, il y a un saut de mouton. Ça, c'est Lutendele déjà. Oui, la bretelle. Et donc, c'est ça qui a coûté 20 millions. Il faut demander s'il n'y a pas eu d'ouvrage d'art. C'est ainsi que
Il faudrait voir avec la CGT. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on entend par ouvrage d'art parce que nous passons par là tous les jours. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Rapprochez-vous du micro. Je vous donne un cas. L'avenue du tourisme. Il y a cette montagne qui est au niveau de la cité de l'Union africaine. Oui. Vous avez vu qu'il y a eu des dalles qui sont placées là. Oui, on parle de l'Outendele. Oui. Parce que vous avez posé la question sur l'ouvrage d'art. Ouais. Ça, il faut voir avec la CGT. Alors, vous avez répondu tout à l'heure à Christian Lusakweno que la partie congolaise ne percevait pas ou ne touchait pas l'argent. Pour les infrastructures, non. Oui. Est-ce que pour le fonctionnement de votre coordination ou de la CGT, est-ce que le fonctionnement de ces différentes structures côté congolais était pris en charge dans l'enveloppe oui, le bureau de coordination, le fonctionnement pour le bureau de coordination était pris en charge par la coopération. Donc vous étiez pris en charge par ceux que vous deviez contrôler. À quelle hauteur? Non, moi je n'ai pas les contrôler. Par ceux que vous devez... Non. Parce que vous étiez pris en charge. Non, ils ne nous prenaient pas en charge avec leur argent. C'était l'argent des infrastructures qu'on donnait $300 000 chaque mois pour le fonctionnement. Mais que je sache, vous étiez rattaché à la primature. Oui, même si l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a dit dans un tweet il y a quelques heures que vous rendiez plutôt compte à la présidence de la République qu'à la primature, mais dans le décret, il est écrit que vous êtes un service rattaché à la primature. Oui, vous êtes un service de l'État qui était pris en charge par le Trésor public. Comment vous expliquez que vous soyez pris en charge en même temps par l'État congolais et par l'État dans le cadre de ce jamais, contrat? Non, le bureau de coordination n'a jamais été pris en charge par l'État congolais. C'est ce qui était prévu pourtant. Pardon? C'est ce qui était prévu dans le décret. Non, ce n'était pas prévu dans le décret, mais la personne qui a signé le décret, c'est elle qui a écrit aux Chinois pour dire, étant donné la situation de trésorerie qu'on a, et pour le bon fonctionnement du bureau, nous vous invitons à signer un contrat pour pouvoir allouer au bureau de coordination $300 000 chaque mois. C'était quoi votre budget de fonctionnement? Parce que c'est repris ici jetons de présence, etc. C'était pris en charge dans le budget du bureau de coordination de suivi. Dans le cadre de cette enveloppe de 822 millions, c'était quoi votre budget de fonctionnement? On avait 300 000 par mois, 3 600 000 par an. Pour quel travail? Parce que les chiffres, vous ne savez même pas les justifier. Non, apparemment, vous n'en avez même pas le contrôle. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas le travail du bureau de s'occuper de contrats, de négocier ou de discuter les contrats d'infrastructure. Si vous allez à la CGT, vous aurez tous les éléments. Mais tout le suivi de l'exécution de la convention, les avenants, les discussions avec l'Exim Bank, le gouvernement, la partie chinoise et tout ça, c'est le bureau. Et j'ai un groupe d'experts qui allaient partout, notamment en Chine et tout ça, pour discuter. Les conclusions de l'IGF ont été tristes pour le pays. Ça veut dire qu'on a été dupé. Christian Lusakweno l'a bien dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous, avec du recul, aujourd'hui vous n'êtes plus à la tête du bureau en charge du suivi, avec le recul, avec tous ces chiffres qui sont sortis, les banques chinoises qui ont pris 2 milliards, les entreprises chinoises 9 milliards et nous 822 millions, qu'est-ce que vous vous dites? Oui, par rapport aux objectifs initiaux. Non, M. Thierry, les chiffres que vous avancez, ce sont les chiffres de l'IGF. Oui. Je vous ai dit ici que les chiffres d'affaires réalisés par Sicomine depuis le début de la production jusqu'au fin 2021, c'est 7 milliards 600. L'IGF parle de 9 milliards. Pardon? L'IGF parle de 9 milliards. L'IGF parle de 9 milliards, mais moi j'ai des éléments avec les états financiers certifiés par Price Waterhouse. Ils disent aussi avoir des éléments tirés d'un compte en banque à Dubaï. Vous savez, le compte en banque à Dubaï, c'est quoi? C'est la Bank of China, quelqu'un m'a parlé de ça. Sicomine a un compte ouvert dans les livres de Bank of China à Dubaï. Ce compte peut enregistrer le financement qui vient pour les infrastructures, le financement pour le projet minier. Ça peut aussi englober le produit de la vente de minerais.
Donc, on ne peut pas dire que c'est la vente des minerais qui a généré, ou le chiffre d'affaires qui a 9 milliards, alors que nous, on est à 7 milliards. Oui, mais ça peut paraître suspect quand on sait que le prix pratiqué aux partenaires de Sicomine ou à la maison mère de Sicomine, selon l'IGF, sont moitié moins que le prix du cuivre et des matières premières au London Metal Exchange, par exemple. Christian, nous parlons du cuivre et du cobalt, les deux produits qui se vendent sur le marché international. Les prix sont les prix de Londres. D'abord, il n'y a pas de maison mère de Sicomine. Sicomine, la maison mère de Sicomine, c'est la Gécamine et les entreprises chinoises. Les deux entreprises chinoises, il n'y a pas une qui est une entreprise minière. Ce sont les entreprises de construction. Donc, ils n'ont pas de maisons mères qui peuvent acheter le cuivre et le cobalt pour les transformer. Oui, mais elles ont bien exploité, elles ont bien obtenu l'argent pour quelques intérêts. Pardon? Elles ont bien obtenu cet argent, elles ont bien commencé cette entreprise pour des intérêts certains. Non. Je parle de la vente à moitié prix. Ça n'existe pas. La vente à moitié prix n'existe pas. Non. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il n'y aurait pas possibilité que de ce 7,5 milliards annoncé, d'ailleurs on va on va poser la question de savoir combien profite à la RDC, parce qu'on ne parle que de 844 millions à l'infrastructure, mais est-ce que sur les intérêts, la RDC se retrouve aussi? Il ne vous est pas arrivé... Sur les intérêts ou sur le profit? Oui, c'est les 2,5 milliards de profit. Il ne vous est jamais passé par la tête que les Chinois auraient pu, dans ce que certains déjà appellent marché de dupes, gruger la partie congolaise? En quoi? De 7,5 milliards à 9 milliards dans un compte de la Sicomine pour cette activité, que le partenaire ne voit pas 30% du total d'un compte qui a été ouvert uniquement pour cette activité. Cela peut paraître suspect. Ici, en fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'on pense que Sicomine, c'est une entreprise chinoise. Non, c'est une entreprise congolaise. Oui, mais justement... La Gécamine, il y a le DG qui est chinois, le DGA, c'est un Congolais. Dans le conseil d'administration, il y a des Congolais, il y a des Chinois. Pourquoi pensez-vous que les Congolais qui sont dans les organes statutaires de la Sicomine ferment les yeux, ne peuvent pas faire le travail, d'autant plus que ce sont des gens qui viennent de la Gécamine? Mais parce que l'inspecteur général de l'IGF nous l'a dit, quand le DG s'en va, il cède l'intérim à un directeur et non pas à son adjoint. Quand c'est dit dans le rapport de l'IGF, les décisions conseil d'administration ne prennent en compte que les désirs des Chinois et last but not least, tout ce qui est du fonctionnement de la Sicomine, usine et autres, tout est fait en chinois de telle manière que les Congolais ne peuvent pas garantir qu'ils ont même une vue sur la production réelle. Tout à fait. En fait, un instant. Qu'est-ce qui est fait en chinois? La comptabilité est tenue en chinois. La production qu'on nous envoie ici, à la primature, au ministère de Mines et actuellement à l'agence, c'est aussi fait en chinois. Le matériel d'exploitation, tout est paramétré en chinois. Vous êtes sûr que, vous étiez dans le suivi, hein, vous êtes sûr que même dans l'exploitation, rien ne peut échapper à la partie congolaise? Dans l'exploitation, non. Parce que, en fait, le cuivre et le cobalt, M. Lusakweno, c'est pas du diamant, c'est pas de l'or. On ne peut pas prendre de cathodes, mettre en poche ou dire on a produit autant de cathodes et dire qu'on a produit 100 et dire qu'on a produit 50. Alors, ce que je voulais dire, c'est ceci. Ouais, justement, pour répondre à ma question, s'il vous plaît, j'ai posé la question pour avoir été coordonnateur du bureau de suivi, avec tout ce qui se révèle aujourd'hui, marché de dupes, surfacturation, etc. Est-ce que vous n'estimez pas que vous, en tant que bureau, à côté de la CGT, du côté des Congolais, vous avez été dans une certaine mesure, responsable de cette duperie? Je suis en train de dire que je ne peux pas m'avancer pour dire qu'il y a eu surfacturation. Tant que je n'ai pas d'éléments probants. Si l'IGF ou les autres amis ont des standards pour dire qu'il y a eu surfacturation, la CGT
pourra répondre à cette question. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment surfacturation. Ça, de manière globale. Non, je ne pense pas. La deuxième chose, c'est que si la partie congolaise trouve que les choses ne marchent pas, le titre 7, article 18, dit ceci. Vous nous lire Titre 7, article 18, droits et titres au terme de la cession des droits et titres miniers sur le bien par la GECAMIN à ses communes SARL. Celle-ci aura la jouissance paisible du bien et détiendra tous les certificats permis. Ça veut dire tout reste propriété de la GECAMIN. Après. Oui, mais si après, on a déjà pompé énormément d'essence du bien, le bien n'a plus la même valeur après qu'avant. Mais si on a pompé énormément d'essence, c'est qu'on a eu plus de revenus. Et si on a eu plus de... Ça, c'est si... Parce que l'IGF dit que le bien n'a pas été évalué comme on aurait dû. Donc, on ne pourra pas évaluer après ce qu'on a pompé, puisqu'avant, on ne savait pas quelle était la valeur. C'est ça que je dis, Christian. On parle de l'évaluation... Ça n'a pas été bien évalué. OK. L'article 4 dit que ce sont les prévisions. 10 millions de tonnes de cuivre en estimé, 6,8 millions de tonnes de cuivre en prouvé. Les Chinois font la première évaluation. Ils passent de 6 millions 800, ils arrivent à 8 millions 200 millions. C'est eux qui font l'évaluation. Avec la GECAMIN, oui, il y a un bureau d'études. Chinois. Ça veut dire que c'est recruté. Chinois. Oui, mais la GECAMIN devait approuver cette étude. Est-ce qu'ils ont l'expertise? La GECAMIN? Oui. Oui, mais la GECAMIN a l'expertise. Non, je pose la question parce que ils ont l'expertise. Quand on voit que la GECAMIN n'est peut-être plus en mesure d'exploiter, peut-être que les choses vont évoluer. Non. Peut-être qu'ils sont plus, sont pas. Il y a de très bons ingénieurs à la GECAMIN. Et donc, j'étais en train de dire que si on exploite, juste on a trouvé 8,2 millions, mais la prospection doit se poursuivre. Maintenant, aujourd'hui, les 8,2 millions qui ont été trouvés au début, vers 2012-2013, peut-être que si on poursuit les travaux, ça peut augmenter. Donc nous voyons, voilà, nous constatons qu'on a réalisé autant un chiffre d'affaires d'autant, et c'est sur ces chiffres d'affaires que nous dégageons les bénéfices pour réduire ou payer rembourser les dettes et leurs intérêts, et on évolue. Donc, on n'a pas cédé les réserves aux Chinois. C'est ça que je voudrais que nous puissions comprendre. Oui, on a bien compris. Alors maintenant, quand il y a un problème, l'article que je voulais parler, c'est l'article 18, qui prévoit des consultations annuelles. Alors, consultation annuelle, chaque fois qu'on voit que dans l'exécution dans la mise en œuvre de la Convention, il y a des problèmes, on s'est réunis au premier semestre de chaque année pour faire une évaluation et voir s'il y a moyen. Donc, est-ce qu'il y a moyen de lire ça? C'est important. Non, mais oui, non, j'ai compris. Évaluation. Non, mais non, justement parce que les gens parlent de la révisitation sans dire quand est-ce qu'on peut révisiter et quelle est la partie la plus diligente. Article 18, oui. C'est quel alinéa? Entre-temps, je peux vous poser la question suivante. Allez-y. Chaque année, c'était fait. Depuis 2009, jamais on ne s'est dit chez vous que ce contrat n'était pas synalagmatique dans le sens où peut-être que dans un premier temps, jusqu'en 2016, les Chinois ne gagnaient pas beaucoup, mais depuis, ils ont gagné plus que nous. Plus qu'ils devraient. Jusqu'à 2016, il n'y avait pas de production. Il y avait juste des réunions, mais il n'y avait pas de consultation. Mais dès qu'on a commencé la production, on a eu la première évaluation en janvier 2016. Et à ce moment-là? C'était juste la production. Vous verrez que les bénéfices, les profits de 2016 et 2017 n'étaient pas importants. On n'avait pas encore une grande production qui générait les bénéfices. Le compte ne se posait pas. Donc c'est à partir de mai 2019, maintenant qu'on a suffisamment de bénéfices, dans ce moment-là qu'on pouvait se retrouver. Vous pouvez lire l'article 18? L'article 18 est long. Quel alinéa? Non, il n'est pas long. Article 18 est très très long. Il y a plusieurs alinéas. Non. Article 18, oui, titulaire. J'ai quand même le titulaire exécutif. Non, je peux lire. Oui, tu peux lire? Allez-y. Article 18, titre 7, consultation périodique des parties. Afin de garantir la bonne exécution du projet de coopération, les représentants du groupement d'entreprises chinoises et ceux de la RDC se retrouveront chaque année au cours du premier semestre à l'initiative de la partie la plus diligente. La rencontre peut avoir lieu à Beijing ou à Kinshasa.
Au cours de cette rencontre, les discussions porteront sur les sujets suivants. La vérification de l'exécution de la présente convention. Comment ça évolue. 2. La consultation amiable afin de résoudre les éventuelles divergences nées pendant l'exécution du projet. 3. La formulation des propositions afin d'améliorer l'exécution du projet de coopération. Et enfin, les sujets divers relatifs à l'exécution du projet de coopération. À quand a eu lieu la dernière évaluation? 2016. Depuis plus rien. Non. Pourquoi? Parce que... tout allait bien. De 2016 à 2017, comme la position n'était pas encore importante, tout allait bien. À partir de 2019, il y a eu ce qu'il y a eu. Le bureau ne pouvait plus fonctionner comme il faut. C'est ainsi qu'il n'y a pas eu cette évaluation. Comment comprenez-vous le fait que vous êtes parti en octobre, en novembre des discussions commencent, je crois à l'article 18, comme vous le dites, et qu'aujourd'hui les Chinois se disent prêts à débloquer 500 millions. Votre successeur de l'agence a demandé 200 millions supplémentaires. Les Chinois enfin délient bourse. Est-ce que vous n'étiez pas, vous, à même d'obtenir cet argent pour plus d'infrastructures? Ok, je disais que avant la mise en production de la deuxième phase, les investissements dans l'infrastructure étaient plafonnés. La dernière fois qu'on a eu de financement, c'était 250 millions de dollars en 2015. Ça a servi de faire les travaux en 2016, 2017, une partie de 2018. Depuis 2015, aucun fonds. Non, mais c'était... En fait, le problème, c'est quoi, Christian? En 2009, nous avons eu 350 millions de dollars qu'on a utilisés sur 3 ans. Dans notre temps, si les 350 millions sont décaissés, les intérêts courent. Alors, moralité, nous utilisons les tranches annuelles pour éviter qu'il y ait plus d'intérêt. Donc depuis là, jusqu'à 2018, quand ils ont fini, il n'y a pas eu de financement. Donc plus d'évaluation. Non, il n'y a pas eu d'évaluation. En 2019, nous, au niveau du Sénat et de l'Assemblée, nous avons préparé des projets pour les provinces de l'ordre de 100 millions de dollars qu'on a envoyé au gouvernement. Le gouvernement n'a pas envoyé au niveau des 6 communes. En 2020, on a refait. En 2021, on a préparé le projet pour 150 millions. Le gouvernement n'avait pas encore envoyé ça à 6 communes. C'est seulement l'année passée pour le projet de 150 millions qu'on a envoyé finalement à 6 communes en août. Et étant donné maintenant qu'on a la deuxième phase, ce sont les Chinois qui ont proposé les 350 millions, plus de 150, ça fait 500. Donc ce n'est pas un effort, ce n'est pas une négociation, c'est juste parce que la production a augmenté que maintenant on peut libérer les infrastructures. On pouvait aller même au-delà d'ailleurs. Pour terminer, parce qu'on est à plus d'une heure d'émission, Oui. Est-ce que ce contrat est vraiment gagnant-gagnant? Oui, le contrat est gagnant-gagnant. À la condition parce qu'à ce stade, je ne sais pas s'il l'est vraiment. Non, en fait, le problème ici, c'est quand on parle de déséquilibre, on compare l'argent qui est investi dans les infrastructures à ce qui est investi dans le projet minier. Mais le financement, le fonds pour les infrastructures sont disponibles. Maintenant, on va dégager les 500 millions et vous trouverez que les travaux, à part les quelques travaux qui doivent se poursuivre, comme les stades et l'avenue de Nzolana, les nouveaux projets prendront peut-être 4 à 6 mois d'études de faisabilité. Et donc, les 500 ou 350 millions qu'on a pour 2023, on pourra commencer à les décaler seulement au mois de septembre, peut-être, ou au mois d'octobre. Comment la RDC doit désormais agir avec ce partenaire chinois pour ne pas être à sa merci? Parce que les 500 millions, aujourd'hui, apparaissent comme vous avez parlé, vous avez demandé, parce que ça fait trop de bruit, on vous les donne. Non, c'est pas parce qu'on a parlé. Je dis que les 350 millions de l'année 2023, les Chinois ont décidé de ce montant-là depuis, je pense, le mois de septembre, le mois d'août. Ont décidé, c'est pas eux à décider, c'est eux, ils ont appliqué la convention. Non, mais la convention dit quoi? C'est-à-dire que les gens se retrouvent pour dire, telle année, on a besoin de tel montant. Oui, mais c'est les Chinois qui décident, alors que cet argent, il est mis à disponibilité de tout le monde. C'est le gouvernement congolais qui paye les intérêts, oui. Mais c'est les Chinois qui décident. C'est la CICOMIN qui paye les intérêts, pas le gouvernement congolais. Oui, oui, mais c'est l'argent du Congo. Oui, allez-y. À quand est-ce que, ou comment est-ce que le gouvernement doit désormais agir pour ne plus subir les humeurs de la Chine? Non. Ce qu'on demande au gouvernement congolais, c'est d'avoir des projets. C'est-à-dire mener les études pour qu'on ait déjà nos projets. 2, avoir des moyens pour engager des missions de contrôle
qui ne sont pas rémunérés par le fonds chinois. Si on règle ces deux problèmes-là, on va aller de l'avant. Monsieur Moïse Kanga, je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. En âme et conscience, vous avez bien agi? Dans la convention? Pour la convention? Dans tout, dans la convention, dans l'application de la convention, dans le suivi de la convention. Oui, et je suis prêt à le refaire. Vous ne vous reprochez rien? Non. Vous êtes fier de vous? Vous avez vraiment servi le pays? Vous avez servi les intérêts du pays dans le cadre de ce programme? Oui, dans le cadre de ce projet de coopération, nous avons servi le pays. Monsieur Thierry, nous avons évité que l'argent passe par la partie congolaise pour qu'on évite le cas de projet de 100 jours, le cas de Tchélégelou, que ça passe par la partie chinoise et qu'on puisse le contrôler. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de surfacturation. On ne va pas s'arrêter là. Donc, apparemment, on n'a pas évité. Hein. Non, justement. On ne va pas s'arrêter là. Ce que je vais vous demander peut-être que la prochaine fois qu'on ait une émission avec le DG de la CGT, il va vous donner les éléments et je pense que tout le monde sera éclairé. Merci à vous, merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Prochain invité, il est tout désigné, M. Nikonzaou, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Il était à l'époque numéro 2 DGA, donc le dossier il le connaît bien, même si à l'origine tout était initié, la CGT avait par M. Boussima qui avait été relevé de ses fonctions. Si ma mémoire est bien... M. Médard... Médard aussi a suivi. Oui, il a été. Merci à vous d'avoir été avec nous, l'actualité continue. Alors pour... La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.